Chapitre 15. Gauvin au château du Graal. Monseigneur Gauvin passa toute une année à rechercher la lance qui saigne. Il se souvenait des paroles de la demoiselle hideuse quand elle était venue devant la cour du roi Arthur. Perceval avait vu la lance au château du riche roi pêcheur. Mais il eut beau parcourir le pays en tous sens, il ne trouva personne qui pût lui indiquer la demeure de ce roi. Ce qui lui pesait le plus, c'était l'idée de devoir retourner se constituer prisonnier à Escavalon. Il ne redoutait pas le combat contre Guingamp-Brésil, mais la laide accusation de trahison l'affligeait profondément. Il savait bien qu'il n'avait jamais rencontré l'ancien roi d'Escavalon. Comment le jeune roi et Guingamp-Brésil, deux nobles et loyaux chevaliers, pouvaient-ils le croire capable d'un tel acte? Son cœur craignait par-dessus tout la honte répandue sur son nom. Il cheminait donc, plongé dans ses tristes pensées, à travers une contrée déserte et désolée. Les champs n'étaient plus cultivés, aucun bétail dans les prairies à l'herbe desséchée. Les rares paysans qu'il croisait, le voyant équipé de toutes ses armes, couraient se réfugier dans leurs habitations en ruine ou dans les forêts. Tandis qu'il traversait une forêt obscure, il entendit soudain crier au loin. Il se rendit compte que c'était la voix d'une femme en grand danger qui avait besoin de secours. Il s'élança donc en direction des cris et finit par découvrir une malheureuse assaillie par deux brigands. Ceux-ci se préparaient à la tuer pour s'emparer plus facilement de sa mule avec tout son chargement. Monseigneur Gauvin ne prit même pas la peine de remettre sur sa tête son homme qu'il avait quitté pour être plus à l'aise. Il se précipita sur les brigands, la lance baissée. Il atteignit le premier à l'œil. Son coup s'enfonça dans le crâne en faisant jaillir le sang et la cervelle. Voyant son compagnon mort, le second, saisi de colère, chercha à se venger. Il leva sa massue et s'apprêta à frapper Gauvin sur la tête, que rien ne protégeait. Le chevalier se couvrit de son écu, mais ébranlé par le coup, il tomba à terre. Saisissant alors son épée, il l'assaillit violemment et le blessa profondément à l'épaule. Le brigand, pris de frayeur et couvert de sang, courut chercher refuge dans la forêt. Gauvin renonça à le poursuivre, préférant revenir vers la demoiselle qui l'avait sauvé d'une mort assurée. Quand il fut auprès d'elle, il fut stupéfait de la reconnaître. C'était la demoiselle hideuse qui était venue se présenter l'an passé à la cour du roi Arthur. « Ah, Gauvin, lui dit-elle, tu seras toujours le meilleur défenseur des dames et des demoiselles. Tu m'as sauvé d'un grand péril. Tout ce royaume est en effet livré à l'abandon. C'est une terre gaste, stérile et désolée. Ceux qui devaient la défendre sont morts et les malheureux paysans sans protection sont la proie des brigands. Moi-même qui revenais porter un message au roi de ce pays, j'ai bien failli être leur victime. Mais dis-moi, que venais-tu chercher dans ces contrées dangereuses ? Noble demoiselle, depuis presque un an déjà, j'ai parcouru maintes terres à la recherche du château du riche roi pêcheur. Sa demeure abrite, dit-on, la lance dont la pointe saigne. C'est l'objet de ma quête. Gauvin, Gauvin, nul ne peut découvrir ce château sans y être d'abord invité. Mais tu m'as sauvé la vie, à moi, qui suis la messagère du roi pêcheur. Tu n'as pas hésité à me secourir alors que je suis plus laide qu'aucune créature au monde. Sache que je ne suis hideuse que lorsque je me retrouve à l'extérieur de ces murs. Dans le château, ma mission est tout autre. C'est moi qui porte le Graal quand il apparaît devant le bon roi pêcheur. Suis-moi donc au château, c'est là que tu seras hébergé ce soir. Monseigneur Gauvin avait peine à croire à sa chance. Il suivit la demoiselle qui était remontée sur sa mule fauve. Au sortir de la forêt, il aperçut dans un vallon la haute tour carrée d'un château. La jeune fille l'accompagna jusqu'à l'entrée où elle le laissa seul. Des serviteurs arrivèrent aussitôt pour le désarmer et il laissa son cheval à leurs soins. On l'habilla d'une belle cotte fourrée de verre et on le conduisit bientôt dans la grande salle. Un noble seigneur aux cheveux blancs était installé sur un lit, vêtu de riches vêtements. Il était appuyé sur un coude et l'on pouvait voir qu'il était infirme. Gauvin, l'ayant salué, son hôte le fit asseoir à côté de lui et lui demanda son nom. « Seigneur, je ne l'ai jamais caché, on me nomme Gauvin. »« Vous êtes donc monsieur Gauvin, monseigneur Gauvin, le neveu du roi Arthur. C'est un honneur pour ma demeure de recevoir un chevalier si renommé. » Pendant qu'il parlait ainsi, les tables furent préparées pour le dîner. On apporta les chandeliers qui illuminèrent la salle. Les autres convives s'approchèrent et l'eau chaude pour se laver les mains fut servie dans des bassins d'or.
Il s'était assis à table pour manger quand il vit ressortir d'une chambre un très beau jeune homme tenant une lance étincelante. De la pointe jaillissaient des gouttes de sang. Elle passa devant monseigneur Gauvin. Celui-ci la fixa un moment, puis se tourna vers son hôte. « Seigneur, je viens de voir cette lance dont le fer saigne. D'où vient ce sang et pourquoi coule-t-il sans cesse? Voilà ce que je suis venu chercher ici. Dites-moi, je vous en prie, la vérité sur ce prodige. » « Mon cher ami, aucun homme jusqu'ici n'a osé demander cela, mais je vous le dirai sans rien vous cacher. C'est cette lance qui a frappé le coup douloureux dont je suis resté infirme. À cause de cette blessure, de grands malheurs se sont abattus sur ce royaume. Je ne puis le gouverner et il est devenu une terre gaste. Cette lance si dangereuse aurait pu frapper un jour le royaume de l'ogre, où règne le bon roi Arthur. Mais votre question l'a sauvé, il ne sera pas détruit par un coup félon, comme l'a été celui-ci. Comme le roi finissait de parler, une grande lumière se fit dans la salle. Précédée de 2 jeunes gens chargés de chandeliers, une jeune fille s'avançait, portant dans ses 2 mains levées le Graal brillant de tous ses feux. La demoiselle était merveilleusement belle, et monseigneur Gauvin, ne pouvait détacher d'elle ses regards. Était-il possible que ce fût la demoiselle hideuse qui l'avait guidée jusqu'ici? Le chevalier était tellement ébloui par sa beauté qu'il n'ouvrit pas la bouche pour demander ce qu'était le Graal et à qui l'on en faisait le service. Le repas s'acheva. Monseigneur Gauvin avait longuement cheminé depuis des jours dans des contrées arides sans trouver où se loger. Il était si fatigué qu'il s'endormit et son hôte le laissa se reposer. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il se trouvait sur une lande avec son cheval et son équipement à côté de lui. Il fut fâché et troublé de se retrouver là. Ni ville, ni maison, ni château, ni donjon. Il s'arma et remonta sur son cheval. Il était honteux de s'être endormi et n'avoir pu en apprendre davantage sur les prodiges du château. Il reprit la route à travers la contrée et fut tout étonné de constater que le pays qu'il avait vu la veille, désolé et désert, avait complètement changé. Les prairies et les bois avaient retrouvé leur verdure. Les arbres étaient couverts de fruits et les champs de moissons. On entendait le murmure des sources et le chant des oiseaux. Il vit alors venir à lui toute une troupe de gens qui lui faisaient fête. « Ah, Seigneur, tu nous as sauvés. Les grands biens que nous avions perdus, les prés, les bois, les champs qui étaient devenus stériles, voilà qui nous seront rendus. En posant au bon roi cette question, tu as délivré la terre gaste de son maléfice. Sois béni pour ta venue dans cette contrée. » Mais derrière eux venait la demoiselle hideuse montée sur sa mule fauve. Elle attendit que le cortège eût disparu pour s'adresser au chevalier. « Ah, Gauvin, Gauvin, tu seras toujours le même, le plus vaillant, le plus courtois des chevaliers du roi Arthur. Mais tu ne sauras jamais résister au joli visage d'une femme. Que d'imprudence as-tu commise en l'honneur des dames et des demoiselles. À Tintagel, tu as compromis ta mission pour contenter la demoiselle aux petites manches. À Escavalon, tu étais trop occupé à tenir de doux propos à la sœur du roi pour t'apercevoir que tu étais tombé entre les mains de ceux qui voulaient ta mort. Et ici, au château du roi pêcheur, la beauté d'une femme t'a empêché de demander à qui l'on portait le Graal. À cause de ta légèreté, le bon roi va demeurer infirme alors que tu aurais pu le guérir. Ah, demoiselle, ne puis-je réparer cette faute? Ne retrouverai-je jamais le château? Non, c'est un autre chevalier qui peut remplir cette mission. Il y a déjà manqué une fois, et de grands malheurs en sont advenus. Toi, tu as accompli ce qui t'était destiné en rendant la vie et l'abondance à la terre gaste. Tu as aussi sauvé le royaume de l'ogre de cette lance meurtrière assoiffée de sang. Demoiselle, cette lance, je devais la rapporter à Escavalon, où l'on m'attend pour un combat où mon honneur est en jeu. Non, Gauvin, cette lance ne peut quitter le château du Graal. Si l'on t'a obligé à en entreprendre la quête, c'est parce que tes ennemis pensaient que cette épreuve était la plus périlleuse qui soit. Mais la situation a changé pour toi, et tu peux te rendre à Escavalon sans crainte. Vous semblez savoir, ma chère amie, bien des choses que j'ignore. Mais le jeune roi, son sénéchal Guingamp-Brésil et toute la population de la ville m'accusent d'avoir tué traîtreusement le père du roi. Et jamais, je le jure devant Dieu, je ne l'ai rencontré.
Tu dis la vérité, et pourtant eux aussi n'ont pas menti. Ils étaient sûrs que c'était bien Gauvin qui avait tué le roi. Mais c'est un autre chevalier qui l'a fait en se faisant passer pour toi. Te souviens-tu de Gréoréas? Il te haïssait plus que tout au monde. Il a tué traîtreusement le roi Escavalon dans une embuscade, et en s'enfuyant il a crié aux serviteurs du roi. Ainsi périssent les ennemis de Gauvin. C'est depuis ce jour que ceux d'Escavalon sont sûrs de ta félonie. Comment pourrait-il en être autrement? Dieu a voulu que Gréoréas périsse dans un combat. Avant de mourir, il a avoué son crime et son mensonge. Le roi d'Escavalon, ses barons et toute sa ville l'ont appris. Et il regrette fort les affronts que tu as dû subir de leur part. Soyez remerciés 1000 fois pour les nouvelles que vous m'apprenez, cher ami. Vous m'avez grandement rendu l'aide que j'ai pu vous apporter. Gauvin prit alors congé de la demoiselle et se dirigea vers Escavalon, où il reçut le meilleur accueil du monde. Le comte s'arrête de parler ici de Gauvin et revient à Perceval.